j'aimerais, messieurs, évoquer les retentissements et les significations politiques de ces saisines du Premier ministre Lecornu, saisines auprès donc du Conseil constitutionnel. Cela montre tout de même que le Premier ministre Lecornu, alors qu'il ne s'est jamais ou quasiment jamais exprimé sur la question de la fin de vie ces derniers mois et durant les débats, dorénavant, on a son point de vue. Et là, il y a quelque chose qui change, Vincent Roy, c'est nouveau. Ah non, mais attendez, Sébastien Lecornu est un catholique. Fervent. Ah oui, mais il ne s'était jamais exprimé à ce sujet. Oui. Mais fervent. Je vous le confirme, effectivement. Oui, fervent. Donc, il n'est pas étonnant qu'il prenne position. C'est-à-dire que là, de toute façon, pour lui, si vous voulez, il faut être très clair, cette loi est tout à fait inacceptable. Et donc, si vous voulez, sa saisine va de soi. C'est logique. Voilà. Mais alors, pourquoi ne l'a-t-il jamais fait? Pourquoi ne s'est-il pas exprimé? Alors, vous allez dire, c'est de bon ton, effectivement, quand on est Premier ministre, on évite là-dessus, pendant des débats, de prendre parti, même si certains ne s'en sont jamais privés. Oui. Mais tout de même, ça montre aussi, et là je m'adresse également à Gilles Boutin, ça montre aussi, parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron, il n'a pas encore de réforme sociétale à son actif, ni dans ce quinquennat, ni dans celui d'avant. Et là, ça montre quand même une sorte de, j'ose le mot, une division entre, d'un côté, Emmanuel Macron, Gilles Boutin, et de l'autre, Monsieur Lecornu. Ça prouve que l'alignement dont tout le monde parlait entre Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron n'est pas absolu, et que l'éminence grise d'Emmanuel Macron a sa propre pensée et sa propre volonté. Ce qui est délicat dans la position de Sébastien Lecornu, c'est qu'il veut rester là où il est, il veut assumer ses positions et trouver un compromis délicat, si ce n'est impossible, entre ses convictions personnelles et la volonté générale de son camp, puisque globalement, le camp centriste est très favorable à cette loi. Tout à fait. Donc il joue après coup, et aussi il s'est engagé à ne pas interférer dans le travail parlementaire, puisqu'il se sait dans l'incapacité d'imposer ses vues, puisqu'il n'a pas de majorité absolue. Donc le contrat, c'est je vous laisse faire, débrouillez-vous. Il l'avait fait notamment sur le budget. Il va sans doute le refaire pour justifier. Et donc il arrive après coup. Ça veut dire aussi qu'il joue un peu avec les règles. Il en a le droit, évidemment. Et là, son ambiguïté est manifeste. Mais donc il fait avec les moyens du bord, et il donne tout simplement le sentiment d'être sur ce sujet coincé dans son camp et d'appartenir au camp de Ludivine de la Rochère, mais il ne peut pas le dire, en fait. Exactement. Tout à fait. Si j'osais une formule, je vous dirais qu'entre Sébastien Lecornu et Monsieur Macron, les planètes ne sont pas alignées. J'ose la formule ce soir. Non, mais il est resté discret. Ça veut dire qu'il est bien élevé. Non, mais il est Premier ministre. Il dirige le gouvernement. Il entend la volonté d'Emmanuel Macron. Par conséquent, il ne s'oppose pas de front. Il ne s'oppose pas directement. Durant les débats, il reste excessivement silencieux, il laisse la machine fonctionner, et puis ses convictions, et puis il sort du guet, ses convictions, il en a le droit, ses convictions sont plus fortes, et donc elles sont si fortes d'ailleurs qu'il saisit le Conseil constitutionnel sur un point notamment, j'y reviens, sur cette question du consentement, qui est le point central. Ouais, j'aimerais quand même évoquer avec vous, messieurs Roy et Boutin, la composition du Conseil constitutionnel. Ça pose problème. Alors, expliquez-nous, Vincent Roy, parce que il y a 9 sages, je le rappelle à tous nos auditeurs, et sur les 9 sages, il y en a 5 qui ont déjà pris des positions publiques sur la question de la fin de vie. Voilà. Alors, là, ça pose une vraie question. D'abord parce que s'ils étaient si sages, ils n'auraient pas parlé. Mais oui, ça les met dans une position. Comment c'était avant qu'il soit nommé au Conseil constitutionnel, Vincent Roy. Oui, mais comment voulez-vous être... écoutez, comment voulez-vous, dans le cas qui nous occupe, être à la fois juge et partie? Vous ne pouvez pas avoir déclaré que vous étiez pour ou contre, d'ailleurs, cette loi, après siéger. Moi, je pense qu'il il y a quasiment, pour moi, une obligation sur ces questions de se déporter dès lors qu'on y a répondu. Gilles Boutin, alors j'aimerais qu'on avance, parce que à l'aube du débat sur le budget qui s'annonce en tout cas assez fleuri, voire très agité, est-ce que ça révèle au grand jour finalement des divisions
au sein de la majorité, notamment, voilà, alors là, effectivement, des divisions Macron-Lecornu, mais pas seulement. Est-ce que cela met en lumière, finalement, des divisions au sein de cette famille du bloc central, justement, Gilles Boutin? Oui, clairement, il y a des divisions. Ça montre bien que on l'a pas découvert aujourd'hui, je suis d'accord. Oui. Ce que je veux dire, c'est que ça montre bien que la Macronie est traversée par des courants et même on a cherché à mélanger l'huile et le vinaigre. La droite traditionnelle, celle en tout cas qui conserve, qui reste solide sur ses appuis idéologiques. Et les valeurs sociétales. Et je dis celle-ci puisque certains ont évolué. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'un Bruno Le Maire qui, par exemple, s'était dit à une époque opposé au mariage pour tous, a finalement évolué sur la question. Et beaucoup d'autres ont suivi ce genre de trajectoire, ou même d'autres sur la GPA aussi. Tout à fait. Donc ceux-là ont mis de l'eau dans leur vin, pour le coup. Oui. Mais ils ont été corporate, disons. Donc on ne peut pas exclure en revanche que typiquement un Bruno Retailleau qui, certes ne fait pas partie explicitement de la majorité, mais a quand même participé au gouvernement précédent, qui est dans une forme qui était en tout cas dans une forme de collaboration. Vous pouvez pas mélanger tout ça, et ça montre bien aussi la supercherie historique finalement du macronisme. Ça a réussi en 2017 sur une promesse un peu nouvelle, un visage nouveau. On allait transcender, transgresser même l'idée du bipartisme. En 2022, honnêtement, les gens n'en voulaient plus déjà, mais bon, la situation géopolitique de l'époque a fait que Emmanuel Macron en a profité pour se faire réélire parce qu'il était le seul à rassurer. Mais ça aurait déjà dû se terminer avant, en fait, en termes de tectonique des plaques. Mais le bloc central, c'est quoi? C'est un machin. Est-ce qu'on en a défini? Non, mais est-ce qu'on en a François Bayrou a une idée très précise sur ce il a toujours des idées très précises, Monsieur Bayrou. Monsieur Bayrou, c'est le... Vincent Roy. Alors, vraiment, c'est le centre. Hein, c'est-à-dire le centre est partout chez M. Bayrou. Le problème, c'est que la circonférence n'est nulle part. Voilà. C'est ça son problème, M. Bayrou. Mais le bloc central, quand je dis c'est un machin, quels en sont exactement les contours? Parce que si c'est allé de M. Glucksmann à M. Retailleau, non mais pardonnez-moi, mais ça me paraît plus le grand écart. Ça me paraît simplement le bazar. Ça ressemble à une primaire dont a parlé un ancien Premier ministre, cette histoire-là, ce que vous décrivez. Et ça tombe bien, Vincent Roy, parce que j'aimerais parler de François Bayrou. Non mais oui, on y va. S'il vous plaît. Juste pour terminer, le bloc central, c'est le principe de la pizza. Il y a une pâte, mais vous mettez absolument n'importe. Non mais vous mettez n'importe quoi dedans. C'est la pizza hawaïenne. Non mais c'est une salade niçoise aussi. C'est de la politique rapide, le bloc central. Quand on dit ça, on n'a rien dit. De la politique rapide, effectivement. Oui. Bon, j'aimerais évoquer, parce que vous le faisiez à mots couverts et à peine, Vincent Roy, référence à François Bayrou, qui, c'est vrai, avait proposé cette primaire géante. Là, j'aimerais qu'on évoque plusieurs de ces idées qu'il a présentées ce matin dans la matinale d'Europe 1 présentée par Jacques Serret, et notamment la dette. Il a parlé de la dette, François Bayrou. Alors, vous allez me dire, ça fait plusieurs mois qu'il en parle. Jamais la France n'a été dans cet état. La crise financière est inéluctable. Les mots très graves de François Bayrou ce matin sur Europe 1. L'ancien Premier ministre est certes revenu sur son idée de primaire géante, mais surtout, il a évoqué cette dette publique française, presque 3600 milliards d'euros. Je vous propose d'écouter cet extrait, l'extrait durant lequel il parle justement de la dette. Et la France n'a jamais été dans cet état. L'année prochaine, la totalité de l'impôt sur le revenu que vous payez et que paient tous les autres Français qui nous écoutent, ou en tout cas tous les Français imposables à l'impôt sur le revenu, totalité ne suffira pas à payer les intérêts chaque année de la dette. Les intérêts, pas le capital, les intérêts de la dette. Et ça continue à grandir. Cette situation-là, c'est une situation qu'aucun pays n'a rencontrée, même pas nous, qui avons déjà eu entre 45, juste au lendemain de la guerre, des dettes de cet ordre. Tout ça, c'est une situation qui n'en a jamais existé. Et je crois en effet qu'on ne confie pas un Boeing à quelqu'un qui n'a jamais piloté, y compris un planeur. Voilà, alors, voilà, cette allégorie de Boeing et de planeur. Alors, Gilles Boutin et Vincent Roy, a-t-il raison, François Bayrou, de jouer les Cassandres, alors qu'il a quand même déjà été aux affaires, et pas qu'une fois? Vincent Roy. Le problème de... Monsieur Bayrou, c'est-à-dire en fait c'est le problème des mauvais médecins. Ils font un bon diagnostic, mais l'ordonnance ne vaut pas grand-chose. Il nous parle de la dette. Il nous dit l'année prochaine, l'impôt sur le revenu ne suffira pas à en couvrir les intérêts. Ce qu'il avait déjà déclaré ici même sur Europe 1 il y a 2 mois. Donc, très bien, parfait.
comme disent les Anglais, so what? Qu'est-ce qu'il propose? Dans son livre, il y a des préconisations. Oui, malheureusement, son livre ne s'est vendu qu'à 3000 exemplaires. Hein, grand monde l'a lu. Voilà. Et le problème de M. Bayrou, depuis très longtemps, c'est que c'est l'oracle. M. Bayrou dit quelque chose, donc tout le monde est étonné. Voilà, c'est l'oracle. Mais en termes de propositions, on n'a pas vu grand-chose. Et quand il était au gouvernement, on n'a pas vu grand-chose non plus. Oui, la situation est pénible. À qui fait-il référence lorsqu'il parle de quelqu'un qui n'a jamais conduit un planeur? Tout le monde a compris. On a compris que c'était Marine Le Pen. Bon, voilà, on a compris que c'était Marine Le Pen. Bon, les Français peuvent se dire, écoutez, on a eu M. Bayrou, je ne sais pas combien de fois au gouvernement, on en a eu d'autres aussi au gouvernement. Ils nous ont menés à 3600, etc., de dettes. Madame Le Pen n'a jamais été au gouvernement. Voyons voir, c'est peut-être ce que les Français se disent.